Quelles sont les conséquences de ces nouvelles réglementations sur l'avenir de la mobilité durable en Europe? J'accueille sur scène pour répondre à cette question Florent Menegaux, CEO du groupe Michelin, ainsi que Ilham Kadri, CEO de Solvay, tous deux respectivement présidents et membres de la gouvernance partagée de Moving On, qui apporteront évidemment la voix de l'industrie, je vous en prie. Également autour de la table, Karima Delli, membre du Parlement européen, présidente de la Commission Transport, je vous en prie, asseyez-vous, et Julia Poliskanova, directrice en charge des sujets véhicules électriques et véhicules propres, je vous en prie, bonjour, et véhicules propres de l'ONG Transport et Environnement. Merci à tous de les accueillir. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter et peut-être nous dire ce que vous attendez finalement de ce panel? On peut peut-être commencer par Ilham. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse d'être là. Merci Florent, merci à Moving On et Michelin qui a commencé cette aventure depuis des décennies. On est membre depuis qu'on a commencé cette fameuse aventure du pneu vert, etc. Donc, qu'est-ce que je m'attends? Je m'attends à avoir une voix, à vous dire un petit peu comment on voit les choses, non seulement comme comment dire, leader de Solvay, mais aussi comme un acteur industriel aujourd'hui dans une Europe qui fait face à beaucoup de challenges. Et deuxièmement, à écouter les différentes parties. On a un beau panel, on a un client et partenaire qui est là, donc on a l'écosystème qui est là, on a des fournisseurs, j'ai vu la liste de l'audience qui est là, et on a des représentants, voilà, des régulateurs, etc. Parce qu'on a besoin de tout le monde pour amener l'Europe à une compétitivité industrielle. Karima Delli. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis Karima Delli, je suis la présidente de la commission de transport et tourisme au sein du Parlement européen. Merci pour votre invitation. Moi je suis aussi flattée d'être parmi vous. Et sur ce panel qui est un panel haut niveau, qu'est-ce que j'attends? J'attends qu'on trouve les clés pour être les leaders au fait. Les leaders européens. Je pense qu'on n'a plus à... Aujourd'hui, il faut qu'on se challenge par rapport à des géants que sont la Chine et les États-Unis. Donc, je suis là pour écouter les solutions. Deuxième chose, je suis là parce que malheureusement, vous avez dit un mot qui peut parfois faire peur, le régulateur européen. Oui, mais le régulateur nous permet justement d'être dans la bonne direction parce qu'on a des challenges qui sont énormes. Donc, je suis là pour vous dire comment on travaille ensemble pour, atteindre les objectifs. Objectifs climatiques, nous sommes dans un Green Deal, nous avons... moins 55% à faire d'ici 2030, donc c'est demain, c'est 7 ans, hein, donc c'est demain, pour rentrer ensuite dans la neutralité carbone. Et vous avez vu, alors c'est vrai que Michelin, j'aime bien Michelin, parce que je vous le dis, hein, parce que je trouve qu'ils ont un petit peu anticipé sur le monde, au fait, des défis, et que nous, on est en train de mettre en place les dernières législations. Quand on sort, et là c'est un séisme dans l'industrie automobile. 150 ans de thermique, on tourne la page. À 150 ans de thermique pour dire 2035, fin des véhicules thermiques. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce défi-là? Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux défis aussi? Et je terminerai par là. Moi, je suis très... parce qu'on parle de la voiture, mais je vous dis, hein, on est en train de regarder aussi les camions, hein, le CO2 des camions, on aime bien, nous. On faut faire toute la chaîne. Mais je pense que là, il y a quelque chose à jouer sur le Made in Europe en politique industrielle. Et ça veut dire que derrière, c'est comment on crée des filières, comment on féminise des métiers. Et nous, on est un peu bien placés pour savoir que la féminisation, surtout dans les métiers du transport, c'est pas encore gagné. Comment on fait aussi pour gagner la bataille aussi du défi de l'énergie, hein. Parce que moi, je vous le dis, les matériaux demain, la guerre en Ukraine montre que l'inflation est là pour nos matériaux. Donc j'attends concrètement, c'est comment la méthode de travail, comment on travaille ensemble, comment on porte des solutions concrètes et comment on redevient les leaders face à une Chine et aux États-Unis qui parfois nous narguent. Vous voyez, ils aiment bien nous narguer. Donc on est là, on est sur la place. Merci. Merci beaucoup. Vous allez garder, voilà. Julia Poliskanova, I was saying earlier that you're the Senior Director for EVs and
I don't know how you say actually the supply chain exactly, for an NGO called Transport and Environment. Welcome. Could you perhaps introduce yourself and tell us a little bit more about what you expect from this panel? Yes, absolutely. So hello everyone. I'll speak in English, though I understand everyone's speaking here in French, so we'll have an international panel. So we as Transport and Environment today are Europe's largest NGO, civil society group, working on clean transport. My colleagues work on cleaner planes and ships, and I lead the work all around electric vehicles, zero-emission vehicles, so be it battery or hydrogen trucks as well as work around batteries and supply chains, which is really at the heart, I think, of today's debate in Europe. What we see today across Europe is that a big policy framework to actually get us as fast as we can to decarbonize is mostly there with the European Green Deal. Certainly for cars, we know where we are going in the biggest emissions sector in mobility. We still need to agree trucks. I very much agree there with Karima. We really need to go faster on zero-emission trucks. But what it means is today it's about executing, it's about doing, it's about implementing in a way that the European Green Deal needs to be backed up by European green industrial policy. And that's why I think it's really great that we're here today on this panel to really discuss how Europe can now compete globally and sustainably scale this sector so we don't just lead in terms of green policies, we also have green jobs, green businesses, and green materials that are produced here in Europe. So I'm very, very flattered to be here on the panel with these fantastic companies to hear their perspectives, learn from them, and share our views on what's needed. Thank you, Julia, and welcome. Florent Ménégo, s'il vous plaît. Merci beaucoup à vous tous d'être là. Alors aujourd'hui, j'avais un brief avant de venir sur finalement ce qu'il allait falloir que je dise. Et on a oublié de me dire avec quelle casquette je devais m'exprimer. Donc je vais m'exprimer autour de deux casquettes. La première, c'est celle de président de Moving On. La deuxième, c'est celle de président de Michelin. Alors, sur la première casquette de Moving On, je vais vous dire que depuis le départ, ce qui nous meut dans la constitution et l'animation de ce réseau Moving On, c'est de réunir autour de la table toutes les parties concernées par les questions de mobilité durable. Mobilité durable, c'est, comme ça a été très bien dit dans l'introduction, plus de mobilité pour plus de personnes avec beaucoup moins d'impact. Comment on fait ça? Et en fait, ça, c'est un sujet extrêmement complexe qui ne peut pas être résolu par quelques-uns. Pendant pas mal d'années, j'ai vu certaines parties imaginer qu'elles pourraient faire tout le processus de bout en bout. Aujourd'hui, il y a un plus de réalisme. Et en fait, nous ne pourrons atteindre cet objectif que si nous travaillons en écosystème ensemble. Et c'est super difficile de se mettre d'accord, c'est très compliqué. Déjà, dans l'entreprise, c'est hyper compliqué. Mais alors, entre entreprises, c'est encore plus compliqué. Et entre entreprises, société civile et monde politique, c'est souvent encore plus difficile. Mais en général, quand les solutions viennent de ce type de discussion et de parcours, elles sont beaucoup plus robustes. En tant que président de Michelin, nous sommes finalement dans le monde pour concevoir, assembler des matériaux, pour les mettre sous une certaine forme, pour qu'elles permettent au monde d'être meilleur pour le genre humain. Donc ça, c'est ce que nous faisons. Alors bien sûr, il y a un truc fameux qui s'appelle le pneu, dans lequel nous avons excellé, mais en fait, Michelin fait faire plein d'autres choses. Et d'ailleurs, avec Solvay, nous avons une relation tout à fait particulière dans le monde moderne, où on est à la fois client-fournisseur, partenaire et concurrent. Et on est tout ça à la fois avec Solvay, et ce qui enrichit notre relation tous les jours. Alors bien sûr, quand on se parle, il faut savoir à quel cran on est. Est-ce qu'on est concurrent, partenaire, ou client, ou fournisseur? Quelquefois, chez nous, ça peut poser des tas de difficultés. Mais en fait, on est au cœur du sujet d'aujourd'hui, parce que les sujets que nous avons à traiter sont extrêmement complexes. Et je regardais dans le keynote de Pierre Chavancy en introduction, il y avait un schéma qui m'a beaucoup plu avec des tas de réseaux. En fait, la prise de décision, si on la prend en regardant un seul point, souvent on va faire des erreurs. Et donc la question, c'est comment on fait pour prendre une décision en prenant tous les points. Et là, c'est beaucoup plus difficile.
Oui, avec des enjeux aussi qui deviennent de plus en plus complexes et qui intègrent différentes perspectives. Alors, on va parler des deux réglementations, notamment de la Commission européenne et la Commission de l'industrie verte, le Net Zero Industry Act et le Critical Raw Material Act. Est-ce que finalement, c'est vraiment les bonnes réponses pour s'assurer que l'industrie européenne va pouvoir effectivement passer le pas vers une mobilité plus verte ? Alors c'est un bon premier pas. Nous sommes très heureux. Je suis très heureuse de voir que l'Europe réagit. Il faut que l'Europe continue d'agir, comme Karima a dit. Je pense que l'IRA, moi j'applaudis ce que Biden a fait. Nous en profitons. Je sais, Karima, que ça nargue un peu, mais j'ai travaillé beaucoup dans le monde anglo-saxon et on m'a appris quelque chose que je pense très précieux dans ma carrière, c'est copy the best. Et Biden, il a fait deux choses. Il est arrivé dans son administration, il a rejoint les accords de Paris, mais il n'avait pas de politique industrielle. Il n'avait pas de Green Deal. Il n'avait pas demandé à l'industrie, effectivement, de rejoindre des accords de Paris, ce qui est très différent de ce que l'Europe faisait. Donc c'est vrai que l'Europe régule, et on aime bien le régulateur, ça nous permet d'être on our toes, hein, ça nous permet d'innover, d'aller plus loin, voilà, et d'être les premiers à avoir finalement une région avec un prix carbone. Hein, il n'y a pas beaucoup de régions dans le monde qui ont des prix carbone, et aujourd'hui aller plus loin que juste le scope 1 et 2, on parle même du scope 3. Mais Biden, ce qu'il a fait avec l'IRA, c'est d'accélérer ce mouvement de bâtir une infrastructure compétitive à coût. Donc, pour vous donner une idée, se lever aujourd'hui, et on s'en félicite. D'ailleurs, ce n'est pas que pour les Américains, hein, parce que le petit Belge que nous sommes, on a gagné un beauty contest pour bâtir une ligne de PVDF, la plus grande au monde pour les batteries électriques et hybrides. Et sur les 400 millions que nous allons investir, l'IRA nous donne 178 millions, plus des grants, etc. On arrive à 50% du CAPEX. Donc, c'est très intéressant tout ça. C'est un data point qu'il faut vraiment garder. Donc, les États-Unis aujourd'hui ont beaucoup de choses bonnes. Hein. Du pétrole pas cher, du gaz qui est disponible, une infrastructure qui est en train d'être accélérée. Et nous, on suit nos clients. Quand mon client, comme Michelin ou d'autres me disent bah, Ilham, on a besoin de volume ici et là, bah, on suit le client. On a besoin de ce marché, on a besoin que le client... Alors pour revenir à l'Europe, et je suis européenne, j'ai un passeport européen, c'est un cri de cœur européen que j'ai fait plusieurs fois, je pense que on a des atouts extraordinaires. L'Europe, certes, c'est la région la plus régulée au monde, mais c'est la région qui a la plus vieille industrie au monde. C'est la région qui a commencé à industrialiser le monde. On a des talents, on a des très très belles écoles. Donc, on doit se réimaginer. Il y a 3 challenges pour moi. Un, une cohésion industrielle qui n'existe pas aujourd'hui. On est 27 pays membres. On n'est pas fédéral comme les États-Unis. On n'est pas la Chine et il ne faut pas les copier. Mais on a 27 États membres qui ne sont pas encore tout à fait alignés pour une politique énergétique industrielle qui nous rend compétitifs. Moi, ce qui m'inquiète, il n'y a qu'un mot qu'il faut retenir de tout mon discours, c'est la compétitivité européenne. C'est ça qui m'importe. Et de protéger effectivement tout ce qu'on fait, Michelin, nous et d'autres, dans l'écosystème. Si on est des bons de la classe, si on arrive à décarboniser nos industries, ben, il faut nous protéger contre des apports et des flux de fournitures de produits qui ne sont pas si propres que ça. Donc ça, c'est le régulateur qui doit le faire. Deuxièmement, c'est un peu la carotte et le bâton, hein, the stick and the carrot. Il faut que l'Europe revoit son refinancement, le déploiement de ses subsides. Si on continue à faire ce qu'on fait, j'ai un peu peur qu'on bâtisse du nouveau sur des ruines, parce qu'on a une industrie qui est vieillissante. Il faut la décarboniser pour arriver à faire la carbone neutralité de 2050. Et on travaille tous dessus. Hein. Nous, on s'est engagés, même si on est des hard to abate, on a beaucoup d'émissions CO2, on s'est engagé sur la neutralité au plus tard à 2050. Donc ça, c'est un coût. Et il faut aider ces industries, et pas que des Solvay et des Michelin, il faut aider tous nos fournisseurs qui sont des petites et moyennes tailles, des entreprises qu'il faut aider à emmener dans le bus. Sinon, on va construire encore une fois du nouveau sur des ruines. Et on ne veut pas ça. On ne veut pas devenir une région de tourisme seulement.
On veut garder l'industrie compétitive. Et le troisième point, c'est l'innovation. Alors, on est à une région d'innovation et des talents, et il faut continuer à promouvoir cette innovation. Et c'est ça que Florent dit, c'est très bien qu'on soit aussi concurrents, parce que des fois, on a des regards très différents sur une problématique. Et finalement, en industriel, je veux que le meilleur gagne. Je veux qu'il y ait une innovation qui disrupte, qui nous permette d'aller plus loin. Et ça, c'est un atout extraordinaire pour l'Europe. Karima, je vous ai entendu réagir quand on a dit que le IRA était un exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a effectivement fait passer ces deux réglementations en copiant les Américains? Qu'est-ce qui a fait que peut-être notre modèle est meilleur ou non? Alors, tout d'abord, je ne sais pas si on copie les Américains. C'est que le Covid nous a tous réveillés. Le Covid nous a montré à quel point des médicaments, on ne savait plus les faire en Europe. Des masques, on ne savait plus les faire en Europe. On avait besoin de se penser en autonomie au cas où. Et tout le monde a dit, promis juré. Alors moi, j'en ai lu des articles du Monde de demain, Le Monde passé, il faut réinventer, bla 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 bla. Et je me suis dit, ça y est, enfin, on va faire une vraie politique industrielle au niveau européen. C'est quelque chose que je demandais depuis très longtemps. Hein. Bref. On a sur la table maintenant le net zéro industrie. Pour moi, il y a un objectif qui est assez clair. D'abord, il faut revitaliser, dynamiser l'industrie. Mais cette industrie, il faut la placer dans ce qui nous est cher, l'avenir, la transition écolo. Aussi simple que ça. C'est ça pour moi la directive. Et pour ça, et je te le dis, tu as totalement raison, il faut arrêter de jouer petit bras. Le temps n'est pas de dire stop à la réglementation européenne, comme j'ai entendu certains, faire une pause. Non. Au contraire, il faut montrer à quel point la transition va aller vite avec un cadre clé. Pour avoir un cadre clé, c'est assez simple. Il faut absolument investir. Et c'est là où on a un manque d'investissement. Quand je regarde la recherche et développement, alors je peux vous le dire, moi je m'occupe beaucoup sur industrie automobile, aviation, etc. Je me dis, oulala, on n'a pas le fonds de recherche et développement comme on devrait l'avoir au niveau européen. Donc là, manque d'investissement, et donc c'est un peu ma marotte en ce moment au niveau européen. Il faut que l'Europe croie, fasse confiance à son industrie, mais il lui faut... Vous êtes des industriels, ou en tout cas beaucoup, Monsieur Florent Menegaux, vous le savez. Quand vous avez un agenda politique avec des objectifs, il vous faut un agenda d'investissement. Autrement, ça ne marche pas. Donc l'Europe doit être aussi sur un agenda d'investissement fort. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comment on va transformer notre industrie. Quel type d'industrie demain? Et là, ça devient très, très intéressant. Et vous l'avez un peu dit, mais on n'est pas les États-Unis. Parce que nous, on est le premier marché au monde. Pourquoi? Parce que nos industries aujourd'hui sont quand même dans une dynamique assez incroyable. Et donc là aussi, il faut investir dans les bons secteurs d'avenir. Les bons secteurs d'avenir, je suis désolée, tout le monde le dit, il va falloir se passer des fossiles. Donc, il va falloir regarder les industries d'avenir. C'est là où on fera de très bons investissements. Ça veut dire qu'il faut regarder qu'est-ce qu'on appelle par nouvelle technologie. Et là, on aura peut-être un débat. J'ouvre pas le débat tout de suite. Parce que on y reviendra. On y reviendra, mais c'est vraiment ça. Et ensuite, moi, il y a un chiffre qui me secoue depuis l'arrivée de ce texte. C'est notamment 60% des besoins vitaux, 60% des besoins vitaux, pas de besoins vitaux, des besoins en matériaux en 2050, seront à destination de la mobilité. C'est beaucoup, 60%. Vous vous rendez compte? Tous les matériaux vont devoir, à 60%, rentrer dans la transition. Et c'est ce secteur de la mobilité dont on a besoin. Donc moi, ma question, elle est très claire. C'est comment, dans le changement industriel, on prend en compte cette nouvelle donne, sachant que la dernière remarque, c'est qu'en parallèle, il y a, et tu l'as un peu dit, ben, nous avons un agenda législatif. On a Euro 7. Je sais que beaucoup de gens, en ce moment, sont en train de freiner cette
cette nouveauté, mais je vous le dis de manière assez simple. Les voitures électriques, on ne fera pas des voitures électriques pour tout le monde, tout le temps, avant 2035. Ce n'est pas vrai. On doit dire la vérité. La voiture électrique, c'est une des solutions à la mobilité, ce n'est pas la grande solution, et nous serons dans la capacité de produire autant qu'on aimerait, parce que j'entends des chiffres qui sont quand même un peu dingues. La fin de la vente des véhicules thermiques, c'est la vente des véhicules thermiques, c'est pour 2035. Ça veut dire concrètement que les véhicules thermiques vont continuer à rouler. Donc la norme Euro 7, elle est plus que nécessaire. Donc là, j'ai un petit problème, parce que je veux savoir, même si Florent Menegaux a tout à l'heure dit un truc super, il a dit oui, il faut que tout le monde travaille ensemble. Ça. Mais nous, on fait ça en permanence, hein, les députés européens. On fait des compromis, mais malheureusement, les chefs d'État n'entendent pas. Et c'est là où ça devient très important, parce que si eux ne répondent pas à notre feuille européenne, on va avoir des pays à double vitesse, ce que eux ne comprennent, ce qu'ont pas les États-Unis comme la Chine. La dispute, elle ne se fait pas sur des industriels, en fait. Elle se fait entre les États. Et donc là, il y a un problème. Deuxième chose qui, moi, me paraît très, très ambitieuse aussi, c'est qu'il va falloir qu'on soit les leaders sur des nouvelles industries dont on ne pense pas. Je vais vous donner un mini-exemple. Non, 2 petits exemples. L'Europe, c'est le continent du vélo. Les inventeurs du vélo, tout le monde pense que c'est la Chine. Non, ce n'est pas la Chine. C'est notamment les Européens. Et quand vous regardez dans les villes européennes, les vélos, ils viennent d'où? Eh bien, beaucoup ils viennent de Chine. Et donc, moi, mon travail pour réindustrialiser l'Europe, c'est de faire de stratégies pour tout relocaliser. D'où la stratégie européenne sur le vélo que j'ai lancée, qui fait que d'ici 5-10 ans, tous les vélos en Europe seront made in Europe. Parce que derrière, tu as raison, la nouvelle industrie va amener des millions d'emplois. Ça, c'est dans le train, ça, c'est dans le vélo. Demain, je peux faire la même démonstration dans le train, etc. Ça veut dire que concrètement, il faut préparer l'industrie de demain. Comment on monte les filières? Comment on prépare les régions? Parce que les régions, si vous êtes dans une région de montagne, vous n'êtes pas dans une région, notamment de ville, etc. Et donc, la mobilité n'est pas la même. Donc, il faut s'adapter aux régions. Vous voyez, l'industrie dépend aussi des territoires, chose qu'on oublie parfois. Hein. Donc, là, il y a une feuille de route à mettre en place, les territoires, les demandes, parce que les consommateurs, vos clients, vous regardez aujourd'hui, la mobilité a explosé, chacun fait sa mobilité, mais les comportements sont en train de changer à une vitesse extraordinaire. Donc là aussi, il faut s'adapter à la nouvelle donne. Et la troisième chose, c'est d'aider la législation européenne à aller plus vite. Oui. Plus on va traîner, et là je suis d'accord, et plus Joe Biden pourra se frotter les mains. Merci beaucoup. Florent Menegaux, peut-être avec la casquette de président de Michelin, quelle est votre réaction? Alors, en fait, il y a, comme toujours, beaucoup de bon sens dans les 2 interventions précédentes. En tant qu'industriel, dans un jeu mondial, en fait, nous, notre sujet, c'est nous ne pouvons pas imaginer l'Europe en dehors du monde. Donc, quand en face, on a la Chine ou les États-Unis, et on a un jeu européen où les réglementations sont plus orientées vers les problématiques européennes, plus que l'Europe dans le monde. Ça nous pose un problème. Parce que derrière, nous, en tant qu'industriels, on se retrouve dans une difficulté qui est qu'on est sur un jeu ultra compétitif d'un point de vue mondial. Donc, plusieurs petites remarques et suggestions. La première, c'est que, en fait, pour moi, l'Europe ne passe pas assez de temps à essayer de se coordonner sur des choses assez fondamentales, comme par exemple les réglementations sociales. Faire en sorte que les coûts salariaux soient à peu près, on va parler de jusqu'à 50%, à 50%. Aujourd'hui, on a des écarts salariaux qui peuvent être à 120, 150, 160%. Et en fait, quand le marché européen, lui, autorise l'importation quasiment sans contrainte de produits qui proviennent de régions dans le monde dans lesquelles les normes sociales ne sont pas équitables par rapport à ce qui existe en Europe, en fait, ça pose un problème. Parce que derrière, pour moi, c'est là où la réglementation européenne n'est pas suffisamment cohérente, c'est-à-dire qu'elle ne va pas jusqu'au bout.
Elle dit, si vous voulez avoir accès au marché européen, il faut d'un côté protéger le consommateur européen, mais il faut aussi faire en sorte que les règles du jeu des industriels puissent être à peu près équitables. Et c'est là où je suis d'accord avec Ilham sur l'IRA, c'est qu'en fait c'est hyper simple. C'est hyper pragmatique, hyper simple, je vous donne de l'argent, vous venez chez moi, je vous donne de l'argent, et en fait, et après derrière c'est quasiment que ça la contrainte. En Europe c'est beaucoup plus sophistiqué. Pour obtenir les autorisations de faire son jeu en Europe, c'est plus difficile. Donc les règles de la concurrence ne sont pas harmonisées avec ce que vous venez de dire sur l'ambition. Il faut que les règles de la concurrence soient aussi harmonisées. Je vais prendre un autre exemple. Si on dit la taxe carbone, que j'appelle de mes voeux et que sur Movinon, nous appelons de nos voeux depuis l'origine. Mais la taxe carbone, elle ne peut pas être que en Europe. Sinon, ça ne marche pas. Si vous dites, Solvay fait de la transformation de la matière, nous faisons de la transformation de la matière. Si vous imposez la matière qui arrive d'autres origines dans le monde avec une taxe carbone, mais derrière, toutes les industries de transformation de la matière en Europe, elles vont aller se délocaliser parce que derrière, si elles ne sont pas compétitives sur la transformation de la matière, il vaut mieux aller la transformer, la matière, là où elle ne va pas être taxée. Donc malheureusement, nous, industriels, on est aussi pris entre, d'un côté, la bonne intention, c'est la bonne intention de dire oui, il faut que les matières soient payées à leur juste prix. Et aujourd'hui, elles ne sont pas payées à leur juste prix. Mais derrière, la question, c'est comment on fait pour régler ça. Ça, c'est pas évident. Là, j'admire votre travail, parce que c'est pas du tout facile à obtenir. Mais on ne peut pas concevoir l'Europe en se disant l'Europe, c'est pour l'Europe, et puis les autres pays du monde vont suivre. En fait, ça ne marche pas exactement comme ça. Et donc, il y a des décalages dans le temps où il faut que l'Europe montre la voie, mais il faut aussi être pragmatique. Quand on n'a pas adapté les règles de la concurrence, moi j'ai des exemples très concrets où, si vous voulez être compétitif compte tenu des contraintes de coûts qu'on a en Europe, il faudrait qu'on arrive à se rassembler. Si pour se rassembler, l'Europe nous dit, ben non, en fait, vous pouvez vous rassembler, sauf que vous devez introduire un concurrent chinois ou un concurrent coréen, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative, sur le marché européen pour que le consommateur s'y retrouve à peu près. Ben ça, en fait, ça, c'est pas cohérent. Donc derrière, par rapport à le nouvel axe, moi j'applaudis cette première initiative de NZIA, mais derrière, il faut modifier les règles du jeu concurrentiel en Europe, sinon ça ne marche pas. Dernier exemple, les marchés européens. Nous sommes la seule zone au monde à ne pas avoir de marché privilégié. En Chine, aux États-Unis, ils vous disent très bien, vous pouvez venir chez moi, mais par contre, ça, là, il me faut le BABA, hein, Build in America, et d'origine américaine. Donc, et vous pouvez avoir accès au marché si vous avez cette condition-là. On n'a pas ça en Europe. Et ça, c'est un vrai problème. Je vais vous laisser réagir dans un instant. Je pourrais continuer longtemps. Hein. Alors brièvement, parce que je voudrais... Brièvement, moi c'est quelque chose que je porte depuis très longtemps. Mais malheureusement, je suis écologiste et minoritaire. Excusez-moi du truc. Hein. Malheureusement, on n'a pas encore une majorité au Parlement pour pouvoir aller plus vite. Mais pour nous, dans les marchés publics, par exemple, je me bats sur les aides d'État, sur les marchés publics pour dire, attendez, on va d'abord privilégier le Made in Europe dès que c'est possible. Parce qu'on ne fait pas non plus, on ne va pas se mentir, on ne fait pas non plus tous les matériaux, parce que malheureusement, il y a des matériaux qu'on ne trouve pas en Europe, mais pour tout le reste, ça doit être du Made in Europe. Et vous savez ce qu'on me dit? On me dit, mais Madame Dely, les règles de la concurrence, il faut s'ouvrir. Et là, j'ai un problème, parce que certains, dans les collectivités, préfèrent faire quoi? C'est pas la qualité, préfèrent jouer sur le coût. Donc, on prend moins cher. Quitte à ce qu'il y ait à peine de qualité, on prend moins cher. Et c'est là où moi j'enrage. Parce que maintenant, ce n'est pas une question de coût, ça va être une question de qualité. Et donc, là, on est en train de se battre. Ensuite, deuxième truc, et je réponds très vite, c'est la taxe carbone aux frontières. Mais on est en 2023, on vient de l'adopter. Vous vous rendez compte du temps qu'on a perdu? Alors, c'est un dossier qui est là depuis 10 ans. On était les premiers au niveau européen sur cette législation. Donc maintenant, il faut vite la mettre en œuvre. Et ensuite, il faut jouer, je suis désolée, les leaders européens. Lorsque la Chine vient en Europe et qu'elle veut installer des usines, etc., on dit « bienvenue ». Quand vous allez en Chine avec votre produit ou votre entreprise,
c'est la bagarre parce qu'eux disent « donnez-nous vos droits de propriété ». Et comment on protège, nous, nos entreprises pour ne pas donner les droits de propriété? Et donc, là, il faut refaire notamment ce que moi j'appelle, de mes voeux, une nouvelle diplomatie industrielle. Personne n'utilise ce mot aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut remettre un cadre fort. Et l'Europe, c'est la première plateforme commerciale au monde. Donc, quand vous dites « mais oui, mais vous, il y a beaucoup de contraintes, etc. » Mais on doit être l'avant-garde. C'est nous qui allons tirer le monde vers nos normes, vers les accords de Paris. Si nous, on ne le fait pas, personne ne le fera. Vous êtes d'accord, hein? Sur le fond, oui. Dans les modalités pratiques, il y a un certain nombre d'ajustements probables à faire, mais sur le fond, oui. Julia, we're hearing in this panel two different standpoints. Of course, on one hand, we need to lead the world towards a greener future, right? But on the other, the industry is saying we need to stay competitive here. We're in a globalized world. What's your take on this as an NGO? So a lot has been already said. I'll add a few more points, but I would like to say that these are not either or. We can be the leaders today, but we need to also do it in a way that we don't just buy these technologies from abroad, we don't just import raw materials, we actually do it here in Europe. What I would like to add are just 3 points around this Net Zero Act, or the Green Tech Act, which I think is maybe a simpler way. First of all, I think overarching in Europe to be successful, we need to focus. We are really concerned that we're now discussing the whole Christmas tree of all the technologies. We don't have additional money, we don't have skills, we don't actually even have enough time to compete on everything. We need to choose, just like the US has done. I really support you there, we need to be simple and clear. What it is that we want to onshore to Europe. In our view, this should be batteries. It's a key technology of the 21st century. Not just batteries for cars. They're the same batteries, same technology in bikes, vans, buses. We just need to bring this technology. And we need to focus on renewables, such as wind and solar, as well as on electrolyzers for hydrogen and also on heat pumps. So focus. No focus, no success. The second point I'd like to make is something that we haven't yet today touched upon, but I think one of the problems we have in Europe is how slow we approve, permit, and do things. And actually we, and maybe it's quite controversial because we are an NGO, we very much call for a green simplification agenda. When you are in net zero technology or a key strategic metal, you need to do things faster. And there we need to actually say something positive about the Commission. I mean, both ANZIA and Critical Raw Materials Act, they are attempting to simplify the permitting process in Europe. We can still compete there with the US. They're also slow. So let's do it faster, let's get it done, and we can be first. And my last point, to maybe also echo what some of you said, it's money. Whether we like it or not, actually we as an NGO, we don't want to subsidize everything to compete. But today, with US IRA, with China, we don't have a choice. We need a stronger European investments agenda to focus on those technologies. If we do not, in the short term, find ways, for example, sell off more ETS allowances, like we did for REPowerEU, to support those critical battery or metal value chains, it's not going to happen. Because for businesses, they look at the business case, 50% support in the US. If I could make batteries, I would make batteries in the US today. That's just how simple it is. When I talk about money, I think one thing is what we spend the money on and what we don't spend the money on. And here, maybe that's how my last point on Made in EU agenda. One of the biggest spending money sprees we have today in Europe is actually on subsidizing technologies such as electric vehicles. We absolutely do not think that member states should give subsidies to those electric vehicles whose components in some part have already been subsidized by either US IRA or China. It's simply not fair. Let's only subsidize, also because we then don't have free pots of money anyway, let's only subsidize those things that are made in Europe to high standards, to level the playing field. And I think that can be something we can do for this Made in Europe provisions, which ultimately, if you ask me, I don't think we should worry about WTO that much anymore. Alors, je voudrais rentrer un peu plus dans le détail de l'investissement parce que j'entends ce problème émerger. On l'entend depuis longtemps.
le problème d'investissement, de manque de VC et dans quelle technologie il faudrait justement pouvoir investir. Alors très bien, il faut plus d'investissement, mais comment? Concrètement, comment on fait pour, au niveau européen, avoir plus d'argent à investir et surtout dans les bonnes technologies? Est-ce que aussi, comme disait Julia il y a un instant, il faut choisir son cheval de bataille, choisir une technologie sur laquelle se dire on deviendra leader dans ce domaine? J'aimerais bien réagir à ce que Julie a dit. I think you are spot on. Prenons les batteries par exemple, d'accord? Il y a beaucoup d'investissements en Mega Factory, on en entend tous les jours, il y a des headlines là-dessus. Mais attention, et c'est ce que Florent a bien dit, c'est le value chain. Même si vous avez un Mega Factory et que vous avez une cathode et une anode, le chimiste que nous sommes, on est où? Vous avez besoin de produits dans les batteries invisibles qui font partie peut-être moins de 2% de coût dans la batterie, mais sans nous, ça ne marche pas. Et on est où les chimistes là-dedans? Et d'ailleurs, c'est là où il y a le plus d'émissions de carbone. Cette industrie fait partie du problème, mais on fait partie de la solution. C'est là qu'il faut l'adresser. Et vous, NGO, ou bien le régulateur, doit se dire, mais c'est toute la chaîne de valeur, c'est la recette qui compte. Ce n'est pas juste le Mega Factory, number one. Two, vous avez parlé de technologie, IRA, Chine, il ne faut pas donner des subsides aux gens qui l'ont. Franchement, si j'étais un investisseur dans cet écosystème, moi je choisirais la technologie qui gagne, la meilleure technologie, celle qui va être compétitive, qui va être abordable, qui a une énergie clean, qui va être là dans 10 ans, 20 ans et qui va être relevant. C'est pour ça des contest beauty à l'américaine, ils sont bien. Nous, on aime bien ça, parce qu'on a été élevés dans la compétition et que la meilleure technologie gagne. Et c'est pour ça que le nationalisme des membres d'État, parce que franchement, comme disait Florent, on est très internationaux. Je me sens française en France, belge en Belgique, chinoise en Chine et américaine aux États-Unis. Même si chacun de nous a un passeport, on est d'une certaine origine, mais on est très local comme joueur de locaux, comme joueur industriel. Et donc, il faut que la meilleure technologie gagne. Et ça, c'est important. Et l'Europe ne fait pas assez ça parce qu'on est 27 États membres et des fois, la main gauche ne parle pas à la main droite, comme Karima l'a si bien dit. Et troisièmement, encore une fois, c'est faire attention de ne pas aller juste vers le nouveau. Le nouveau, c'est très sexy, c'est très hype. On parle du new. Moi, je suis très pragmatique. Existing. Les batteries, c'est la génération 2. On sait la faire d'une manière compétitive, mais l'Europe ne donne pas des financements sur le capacitaire. Ils ne le donnent pas. Alors que les États-Unis et les Chinois le font. Donc, il y a vraiment une vraie problématique. En même temps, on décarbone, en même temps, on essaie de remodeler nos industries existantes. Et à propos donc de la circulation des biens, parce que c'est quoi l'Union européenne? C'est quand même, elle a démarré sur une envie de marché unique. C'est ça, c'est pour ça que l'Union européenne est là. Et il est où ce marché unique? Surtout dans les défis qu'on a demain. Donc, par exemple, une batterie en fin de vie, c'est quoi? On la met à la poubelle, on la brûle, alors qu'elle est pleine de métaux dont on manque. Et l'Europe veut avoir cette souveraineté et se détacher de la Chine, surtout sur les métaux rares. Il faut récupérer cette batterie. On a d'ailleurs un projet avec un partenaire. Il faut la démanteler physiquement, il faut que le chimiste vienne et sépare les métaux. Et là, on a du lithium, du cobalt, du manganèse, etc. Mais il faut par exemple que les déchets voyagent en Europe. Il n'y a pas de politique de voyage de déchets. Un déchet, si on le réutilise, il ne l'est plus. C'est du circulaire. Alors il faut, et c'est presque philosophique, Florent en a parlé, c'est qu'il faut qu'on bouge de cette éducation très linéaire qu'on a tous eue à l'école, qui est très européenne, même occidentale, à une discussion et un business model qui est plutôt écosystème, où on accepte d'être partenaire, concurrent, fournisseur, client, et une circularité qui fait qu'il n'y a plus de fin de vie d'un produit. En fait, on doit parler d'une deuxième utilisation, d'une troisième, d'une quatrième. Et du coup, on doit réimaginer. J'ai vu qu'il y avait un workshop cet après-midi ou tout à l'heure sur comment innover l'innovation, comment réimaginer l'innovation. Et la chimiste que j'étais, moi, on m'a appris à inventer un produit. Bon, je suis
un peu plus vieille maintenant, on m'a appris à faire un produit, à le jeter à la poubelle et de faire du life cycle analysis. C'est fini, ça doit être un crime de faire du life cycle analysis de end of life. On doit apprendre, on doit avoir des chimistes, des biologistes, des biochimistes aujourd'hui qui en fait étudient la réutilisation d'un produit comme mon costume. Ce soir, je ne vais pas le jeter à la poubelle. Et ça, c'est une innovation qui va tenir le coup pour les générations et pour la maman que je suis, de voir que mes enfants aussi, ils vont avoir effectivement une industrie compétitive et plus verte. Merci beaucoup. Non, ouais, je le garde. Très rapidement sur les questions d'investissement. Moi je pense certes, il y a un changement culturel à faire. Toute production d'un produit, on doit être tout de suite dans l'obsolescence programmée. On ne met plus des produits sur le marché si, en termes de cycle de vie, l'économie circulaire n'existe pas. Ça devrait être la règle. On a des directives sur l'obsolescence programmée qui existent en Europe. Ça y est. On a la chance d'avoir les meilleurs, je ne dis pas ça parce qu'il y a Michelin sur ma table ronde, mais sur les politiques d'économie circulaire, je suis désolée. Moi, j'ai vu des délégations, j'ai eu la chance d'aller en Chine ou même aux États-Unis. Cette économie circulaire, ils ne connaissent pas, en fait. On a une politique d'économie circulaire, on peut être les meilleurs mondiaux. On a les meilleurs salariés, les meilleurs ingénieurs, les boîtes qui fonctionnent, qui ont compris le sens. Qu'est-ce qu'on attend? Et il y a déjà des entreprises qui le font et ce n'est pas valorisé. Parce qu'il paraît que ce n'est pas sexy en termes de technologie. Vous voyez? Et ça, je pense que c'est une vraie grosse bêtise. La deuxième chose, c'est la question des investissements. Et moi, j'ai un problème de fond. Moi, je considère que la mobilité, ça doit être un droit. Tout le monde fait focus sur la voiture électrique, mais la mobilité devrait sortir, selon moi, des investissements de notre règle. Alors, moi, je ne suis pas trop pour l'orthodoxie budgétaire, mais je pense qu'il faut sortir tous les investissements de transition, vite, de notre pacte de stabilité. Et s'il faut s'endetter, on va s'endetter même pour aider nos entreprises, parce qu'il faut pas jouer avec le dérèglement climatique, en fait. Il y a urgence. Et nous, en plus de ça, dans la mobilité, il y a un double effet qui se coule. C'est l'effet qui se coule dérèglement CO2, et maintenant, on vient nous dire quoi? Pollution de l'air. Et donc, santé des gens. Donc là, on devrait dire, notre priorité, c'est les deux. Il faut que les gens bougent, que ce soit accessible, et en même temps, on va faire attention à leur santé. Et donc là, il faut sortir tous ces investissements du pacte de stabilité. Deuxième chose, il faut véritablement, il faut taxer l'économie carbonée. Ceux qui ne jouent pas le jeu, ils payent. C'est quand même compliqué. Et ceux qui jouent le jeu, désolé, il faut les valoriser, il faut les porter, et il faut les aider. Et donc l'Europe, je me dis par moment, mais ce n'est pas très compliqué à faire. C'est juste un manque de volonté politique, et ça je vous dis, parce que je les comprends. Il y a certains États qui disent on est encore sur le charbon, on est encore sur ceci. Ça fait un peu peur d'aller dans le monde de demain. Mais si on ne les accompagne pas tout de suite avec des filets de sécurité, des garanties, ça va être un petit peu difficile. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est ce que tu as dit. Alors moi, j'aime beaucoup travailler sur les questions de batterie, mais ça m'embête. On a aujourd'hui fait des grandes messes pour dire on va faire le Airbus de la batterie. Chacun fait ses petites usines dans son coin, personne ne s'échange, et c'est la guerre entre les uns et les autres. Moi, je ne vois pas ça. On a réussi à faire le Airbus. Pourquoi le Airbus des batteries, aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui une donne qui fait qu'on a une team, une équipe qui veut avancer. C'est là où on devrait avoir beaucoup plus de consensus, beaucoup plus d'entreprises autour de la table et une feuille de route qui soit claire. Aujourd'hui, elle n'existe quasiment pas. Et là, on voit, malheureusement, derrière, nous, le législateur, on court un peu. Pourquoi? Il n'y a pas de voiture électrique sans infrastructure. Et là, sur les infrastructures, nous, on est derrière et on voit que les infrastructures, on va les mettre en place. La technologie, on est en train de se dire, attendez, on ne va pas tout mettre sur des infras électriques, il faut commencer à travailler sur le mix énergétique. Mais le problème, c'est quelle va être la meilleure des technologies? Nous ne savons rien. Donc autant jouer sur la prudence. La prudence, c'est quoi? Moi, je le dis, la voiture électrique, tout à l'heure, parce que tout le monde est sur ça, la voiture, demain, c'est comment on la partage, comment on trouve un autre usage. Il y aura aussi demain la question d'innovation sur la question des données, qui est un vrai beau sujet dont on ne parle pas assez, parce que moi, je vais faire des plateformes, si je vais faire des plateformes
partager, il me faut des données, il faut ouvrir, comment on fait de l'open data, et là, on n'est pas bon. Parce que moi, je peux vous dire, s'il y a des startups, pourtant, franchement, moi, je suis présidente du prix des startups, le European Startup Prize for Mobility, c'est un écosystème de 2000-3000 startups au niveau européen, il y a des idées, etc. Et le seul truc, c'est que toutes ces startups qui sont des pépites pour nous, si on ne s'en occupe pas, eh ben, elles vont partir ailleurs, aux États-Unis, comme en Chine. Donc là aussi, et là je suis d'accord avec vous, il y a un écosystème, il faut protéger nos startups, il faut les entraîner, la technologie, il y a des belles idées, mais nous, le législateur, on doit aussi s'adapter aussi à des réalités de terrain. Alors, qu'est-ce que vous répondez aux législateurs, justement, Florent Ménégo? En fait, il y a plusieurs choses qui ont été dites très bien. Je pense que l'intention est très, très claire. Alors, j'encourage le législateur à définir une vision pour l'Europe. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui manque, les entreprises ne peuvent pas vivre sans vision. Vous avez toujours le chemin qui est toujours un peu chaotique, etc. Mais si vous ne savez pas où vous allez, vous arrivez nulle part. Donc notre problème européen, c'est que à l'origine, nous avions une vision de construction européenne et qu'en cours de chemin, on s'est perdu. Et on a perdu ce qu'on voulait créer ensemble. Donc ça, c'est un énorme problème, surtout dans les phases de transition. Parce que dans les phases de transition, si vous ne savez pas où vous voulez aller, en réalité, là, vous êtes sûr de vous perdre. Et en ce moment, c'est un peu ce que je peux voir. Mais récemment, heureusement, il y a le Green Deal, ou le NZA, ou le CRMA, qui vont dans cette direction-là. Mais je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus autour d'établir qu'est-ce qu'on veut construire en Europe. Deuxième chose, sur la circularité. Oui, tant que le statut des déchets reste celui qu'il est, un pneu usé, c'est 60 à 80% de la matière qu'on a utilisée pour faire le produit neuf qui est mis à la benne et dont on peut pas, on peut juste le brûler pour en faire de l'énergie, ce qui n'est pas la meilleure façon de réutiliser ce matériel. Donc en réalité, là, le statut des déchets en Europe doit être traité assez vite parce que sinon, on va freiner en fait le développement de technologies autour de cette question de la circularité. Après, sur les phénomènes de transition, et vous avez raison de dire que la transition, par exemple, automobile, du secteur automobile, va prendre du temps. Pendant les 40 prochaines années, il y aura des véhicules fossiles. Donc vous avez raison sur le fait de dire qu'il faut trouver les mesures d'adaptation transitoire. Juste quelques chiffres. Il y a aujourd'hui 1,4 milliard de véhicules sur Terre. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, demain, ce chiffre devrait doubler parce que le besoin de mobilité dans le monde, il est très réparti. Et vous avez la densité d'équipements en véhicules est très faible dans le monde comparé à l'Europe ou aux États-Unis. Donc, le nombre de véhicules va augmenter. L'Europe, elle produit 25 millions de véhicules par an. En face, vous allez avoir 2 milliards de véhicules. Avec 25 millions de véhicules par an, le temps que tout le parc s'électrifie, ça va mettre 20, 30 ou 40 ans. Et donc, il est urgent de travailler aussi sur toutes les mesures d'accompagnement transitoire, sur toutes les technologies de reconversion de l'existant. Ça, c'est le point d'ILAM sur nos industries qui sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Derrière, il faut participer à les aider à se transformer pour se redonner un nouvel élan pour les prochaines années. Donc, sur tous ces sujets-là, en fait, l'Europe doit travailler pour essayer de trouver ça. Et un dernier chiffre peut-être, on va prendre la France. Si en France, tous les véhicules passaient sur des véhicules critères 2 et moins, c'est 40% d'économie de CO2 instantanément. Même kilométrage, même usage, même chose. 40%. Et en fait, aujourd'hui, on ne parle pas de ça. On parle des véhicules électriques qui arriveront demain, mais qui impacteront réellement, significativement, les effets négatifs de la mobilité dans très longtemps. We're coming to the end of this panel. Julia, if you could please also react to what's been said. Yes, absolutely. So I'd like to make a few points also about critical raw materials. So they kind of come up quite a lot. There is also Critical Raw Materials Act at there, and I think that's at the heart of industrial policy in Europe. I think here what is really important to us is that we don't pretend that suddenly we are the geological, continent of the world. We will have to rely globally on raw materials. But what we need to onshore to Europe is that processing midstream stage that we talked about earlier. So it's not in NZIA.
it's in CRM Act. But for us, having a European vision for that processing target and supported with funding is key. What is also important to stress that it's exactly the same processing steps you would do if you do recycling. So I agree with everyone. We in Europe can be completely sufficient. We have so much waste. You all have mobile phones. We can all recycle. The problem is that today, what we say recycling in Europe, it's not actually recycling. It's pre-processing. It's pre-treatment. It's not much value. And often once we have created that great materials to be recycled, we send them to China, to South Korea, to do recycling there, and it comes back as a battery. How do we ensure that material recovery processes to Europe is a real focus to us? That's where our industrial policy should focus. It means focusing on operational support, OPEX, because energy costs are high, still focusing a bit on innovation. I understand some support is needed, and funding. So funding there is really paramount. And once we bring it here, we can do that value chain and have a global strategy on raw materials where we can get from different sources unless we're sufficient in circularity. And the last point I would like to add, what we see today in industrial policy, in raw materials policy, is that a lot of member states are working on their own. Mr. Scholz is flying to Chile. That's really great for Germany. The French are putting together French Critical Raw Materials Fund. These are all really good steps, but we will not compete globally without a unified European approach. So we really hope that at some point we understand that. We actually also think that the UK should be part of that European approach. The bigger we are, the easier it is to compete with China and the US. Je voudrais vous remercier, tous nos panélistes. Je pense qu'on a balayé beaucoup de sujets. On a parlé notamment du fait de sortir de peut-être cet eurocentrisme, donc le point de vue aussi de l'industrie, où ils ont besoin de rester compétitifs. En même temps, il y a une urgence climatique qui fait qu'il va falloir agir vite. Voilà, on a vraiment parlé de beaucoup de choses. On n'a pas eu le temps de parler des compétences qui restent évidemment clés également. Voilà. Mais voilà, je voulais vous remercier tous en tout cas pour cette conversation.